c'est parti. Donc, je vais vous présenter. Alors, je vais pas redétailler tout le contenu parce qu'il y a eu plein de vidéos qui ont montré tout ce qu'il y avait. Donc, c'est plutôt que pour passer en revue tout le contenu de ce qu'il y a dans la boîte, on va plutôt juste voir les règles. Donc là, sur le mode compétitif classique, donc vous voyez, on a toujours la rivière habituelle là en haut. Et on rajoute la deuxième rivière. Alors, le plus logique, le plus simple, c'est de la mettre en dessous, mais vous pourriez la mettre où vous voulez, hein, sur une autre table si ça vous chante, mais c'est quand même plus pratique de l'avoir juste en dessous. Donc, la mise en place sur la rivière, elle change pas. La seule chose qui peut changer, c'est qu'il faut rajouter les cartes de la réserve, les cartes d'Hadès qui vont dans la réserve, c'est-à-dire ça avec le dos habituel, vous les remélangez dans la réserve. Donc, les nouveaux chevaliers d'or et les quelques persos en plus, dont le vieux maître. Si vous souhaitez jouer avec les épopées, vous rajoutez les épopées, vous les mélangez. Donc là aussi, toutes les épopées sont de base faites pour le mode compétitif. Voilà. Par contre, elles sont pas faites pour les modes solo et coop. Donc voilà, on verra ça à l'occasion, lesquelles sont compatibles ou pas. Mais dans le mode compétitif, on les met toutes. Euh, Il y donc en a là, par une qui exemple, est on a le... compatible Hyperdimension. Ouais. Et donc là, on a par exemple le chapelet de Chaka qui est sorti sur la rivière, qui fait partie des nouvelles cartes. Et donc en dessous, là, les enfers, donc on met le tapis, on mélange toutes les cartes du Styx, donc normalement il y en a 75, alors moi j'en ai 76, mais il doit y avoir une carte en double. On les mélange, on en place 4 sur les 4 premiers emplacements des enfers, et sur le dernier emplacement des enfers qui est la porte des enfers, là où il y a un cadenas, on place autant de jetons sauts que le nombre de joueurs qu'on est x 2. Donc là on est 3, donc il y a 6 sauts au début de la partie. Chaque joueur place son pion héros de l'extension Poséidon sur la case au-dessus de la porte des enfers. Puisque là, les cases au-dessus des emplacements de cartes, c'est là où nos pions vont progresser pour montrer notre avancée dans les enfers. À gauche, on prend toutes les cartes épreuves, on les mélange, on en fait une pioche et on en place 3 faces visibles sur les 3 emplacements du tapis dédié à cet effet. Mhm. Voilà. Donc après, on a une réserve de jetons âme qui se rajoute, donc on met de côté comme on met les jetons blessures, les jetons gel de côté. Chaque joueur prend son plateau habituel et peut rajouter également, enfin doit pardon rajouter également un plateau d'essence, le petit plateau en escalier qui va se caler à droite de votre plateau joueur. Et vous prenez également un set de 5 jetons, des 5 petits jetons ronds là comme ça. Attendez, je vais loquer mon plateau pour pas qu'il bouge. Voilà. Chacun prend un jeton avec 2 flèches vers le haut, ça sera le jeton éveil, ce qui vous permet de gagner des sens. Et ensuite vous prenez un jeton 5, un jeton 6, un jeton 7 et un jeton 8 qui sont les jetons des 5e, 6e, 7e et 8e sens. Et en début de partie, vous n'avez que le jeton éveil et le jeton 5e sens de débloquer, donc que vous mettez sur les cases correspondantes de votre plateau, face bleu visible. Et les 3 autres, vous mettez de côté, vous ne les avez pas encore acquis. Voilà, vous commencez avec les 10 cartes habituelles, donc là-dessus ça change pas. Simplement, en plus de votre jeton détruit, vous prenez aussi votre jeton néant, qui servira pour les spectres que vous battrez. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On va avoir besoin de ce petit paquet de cartes. Alors là, il a la même taille que les autres cartes, mais normalement c'est des mini-cartes, comme les épopées par exemple, qu'on mélange, qu'on met de côté. On peut le mettre n'importe où, ça n'a pas d'importance, c'est juste une pioche. Voilà, qu'on met à disposition pour plus tard dans la partie. Mhm. Je pense que j'ai tout dit. Si, dernière chose, on désigne le premier joueur et ensuite chaque joueur commence la partie avec une âme, un jeton âme par joueur avant lui dans l'ordre du tour. Donc là, mettons que ce soit Shiryu qui commence, puis Seiya, puis Shun dans l'ordre du tour. Donc Seiya commencera la partie avec un jeton âme et Shun commencera la partie avec deux jetons âme. Deux âmes, voilà. Niveau 1, 2, ok. Voilà, donc maintenant, comment ça se passe? Donc, tour, à votre tour de jeu, vous jouez votre tour comme d'habitude. Simplement, en début de partie, vous ne pourrez pas affronter de cartes des enfers, parce que toutes les cartes sont face cachée. On peut affronter que des cartes visibles, que des cartes qui ont des coups en force ou autre. Donc, on peut rien faire dans les enfers au premier tour. Donc, souvent, au premier tour, ça va être l'occasion de faire évoluer nos héros ou d'aller récupérer quelques cartes dans la rivière, comme d'habitude. Voilà, simplement,
si vous réussissez les épreuves, c'est-à-dire les missions qui sont indiquées par ces petites cartes, donc par exemple la première c'est blesser un personnage, donc si par un effet de carte ou un effet du terrain ou n'importe quoi vous arrivez à blesser un personnage pendant votre tour de jeu, vous allez accomplir l'épreuve, donc vous allez défausser la carte. Et vous allez avoir un gain. Donc le gain pour une épreuve, eh ben, il y en a deux au choix. C'est soit vous pouvez utiliser votre réveil pour gagner un sens, donc auquel cas, si je réussis une épreuve, donc je peux épuiser mon jeton éveil, c'est-à-dire le mettre sur sa face rouge. Et l'effet du jeton éveil, c'est gagner un sens, c'est-à-dire je prends le sens suivant dans l'ordre que j'ai pas encore acquis. Donc là, ça serait le 6. Voilà. Le truc, c'est que vu que mon éveil est ensuite épuisé, c'est-à-dire qu'un jeton qui est épuisé, je peux plus l'utiliser jusqu'à la fin de mon tour. Donc si jamais je réussis une deuxième épreuve pendant mon tour, et ben je ne pourrai plus faire le choix d'utiliser mon éveil. Donc je vais le deuxième choix qui est possible, qui est de piocher une capacité. Donc les capacités, c'est la petite pioche que je vous ai dit de mettre de côté au début. Donc j'en pioche une. Alors normalement, je redis, normalement c'est des mini-cartes, ça prendra moins de place que ça. Et je la pose. Alors idéalement, il faudrait la placer, le plus simple c'est de la placer en dessous. Sauf que là j'ai ma main qui va me gêner. Voilà. Donc je la place en dessous de mon plateau. Et ces cartes-là, elles sont posées face vide. Alors je vais réduire sa taille, comme ça tiendra. Non, ça non plus ça veut pas. Voilà, ça sera à peu près gros comme ça. Je la mets là. Et donc ces cartes-là, elles sont face visible devant nous. On les stocke, on peut en avoir jusqu'à 3 maximum. Et on les dépense, on les utilise quand on veut pour faire leur effet. Bon, je reviendrai après. Voilà, donc durant mon tour, je joue comme d'habitude. Donc au début, premier tour surtout sur la rivière. Idéalement, je réussis des épreuves. Comme ça me permet de gagner des sens, enfin un sens par tour maximum ou des capacités. Fin de mon tour. Donc là, il va se passer des choses en plus du côté des enfers qui vont permettre de débloquer un peu la situation. Donc alors, il y a une petite carte de rappel là qui va vous donner toutes les étapes de la phase d'entretien vu qu'il y en a un peu plus maintenant pour être sûr de rien oublier. Donc première étape, à la fin de mon tour, je défausse les cartes qui restaient en jeu, bon comme avant, hein, si j'avais des cartes qui n'ont pas fini le combat ou des choses comme ça. Je refais ma main, je prépare le terrain, donc je vire la dernière carte, je fais tout glisser, etc. Les effets d'arrivée, les flammes, tout ça. Voilà. Ensuite, je fais la préparation des enfers. Donc là, c'est la nouveauté. Préparation des enfers. Donc la rivière des enfers avance aussi. Mais elle avance moins vite que le terrain. En fait, à la fin de votre tour, si tous les emplacements des enfers sont occupés, les spectres vont pousser, c'est-à-dire qu'ils essayent de sortir des enfers pour aller envahir le monde des vivants. Ils vont essayer de briser les sceaux qui bloquent la porte des enfers pour sortir. Donc en fait, à la fin de mon tour, si tous les emplacements sont occupés, on enlève un sceau. C'est tout. Donc en gros, vu qu'il y a 2 fois le nombre de joueurs, il y a autant de sceaux que 2 fois le nombre de joueurs, on a chacun 2 tours safe avant que les spectres débarroulent. Voilà. Bon, bien sûr, au bout de 2 tours, il n'y aura plus de spectres. Donc là, il faudra s'être un peu préparé. Donc, si à la fin d'un tour, il y a un trou il y a un emplacement vide dans les enfers, donc ce qui pourrait arriver une fois qu'on aura tous joué 2 tours. Voilà. Là, c'est mon 3e tour de jeu, il n'y a plus de saut. À la fin du tour, et ben simplement, les cartes avancent, comme elles le feraient sur le terrain, mais il n'y a aucune sortie. C'est-à-dire on fait que compléter les espaces vides. Voilà. S'il y avait un trou, on fait que décaler vers la droite et compléter, mais sans sortir de carte. Comme dans la boîte de base, sans la variante Asgard qui dit tout le temps sortir une carte. Voilà. Et à partir du moment où une carte croise les héros, les jetons héros, elle est révélée. C'est-à-dire qu'ils sont au même endroit, ils se voient, ils rencontrent un ennemi, quoi. Donc voilà, donc on révèle la carte, et à partir de ce moment-là, tout le monde peut l'affronter. Alors, je reviendrai après sur comment on affronte les cartes des enfers. Mais en gros, voilà, s'il y a un trou, on avance. Et si jamais, à la fin de mon tour, il n'y a pas de trou, mais qu'il n'y a plus de saut pour retenir les spectres, enfin les cartes des enfers, parce qu'il y a aussi des renégats. Donc là, c'est le cas. Troisième cas, c'est fin de mon tour, il n'y a pas de saut et il n'y a pas de trou. Et bien ça avance, mais vu qu'il n'y a pas de saut pour les retenir, et ben la carte du bout, elle va sortir et elle va aller dans la zone d'entrave du joueur actif, c'est-à-dire du joueur qui vient de terminer son tour. La zone d'entrave, elle est là, c'est la zone en escalier. Et pourquoi elle est en escalier?
Parce que, alors je vais prendre 2 cartes pour montrer, parce qu'en fait les cartes qui vont aller là vont se superposer de cette façon. Et pourquoi on les superpose? Pour qu'on puisse toujours voir leur coup en force, leur point de victoire et leurs âmes. Voilà. Donc il y a, bon, il y a 5 là il y a 1, 2, 3, il y a 5 emplacements en escalier, mais il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'on peut avoir, au nombre de personnages qu'on peut avoir dans notre zone d'entrave. Voilà. Donc voilà, donc quand ça sort, là donc il y a un personnage qui est sorti qui est allé dans ma zone d'entrave. Dans ce cas-là, bah, tout se décale. Non, pardon, oula, petit rollback, non, hop. Tout ne va pas se décaler, excusez-moi. On va remettre des sauts. Et donc on remet combien de sauts? On en remet autant que nous l'indique la carte qui vient de sortir, par exemple, avec les 2 petits losanges là, par exemple, sur Capella. C'est-à-dire qu'on remet 2 sauts. En gros, les sauts, ça va de mémoire, ça va de 1 à 5. Voilà. Les héros eux-mêmes vont aussi pouvoir avancer. Parce que enfin, comme vous l'imaginez, il y a plusieurs cas, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avancer. Donc si les héros avancent, et ben, eux aussi, ils vont révéler les cartes des enfers. Et donc à partir du moment où une carte est révélée, tout le monde peut l'affronter. C'est-à-dire que là, même si c'est Seiya qui a révélé tout le monde, Shun et Shiryu pourraient très bien affronter Sirius. Non, pardon, là je dis encore une connerie. Pardon. Seul Seiya peut affronter Sirius. Par contre, Seiya a le droit d'affronter les personnages qu'il a dépassés. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à affronter le personnage qui est face à nous. On peut affronter tous les personnages qu'on a atteints. Voilà. Donc eux, par contre, Shun et Shiryu, ils peuvent affronter personne tant qu'il n'y a personne sur la porte des enfers. Voilà. Là, vous voyez, il y a des petits bonus. Enfin, il y a des petites icônes qui correspondent à des bonus. À chaque fois qu'un personnage, un personnage affronte un adversaire qui est face à son pion au même niveau, donc là par exemple Seiya et Sirius, le joueur peut choisir l'un des bonus proposés. Donc plus on avance dans les enfers, plus il y a de choix parmi les bonus qu'on gagne. Donc de base, quand on affronte, alors je vais en remettre une sur la porte des enfers, là, quand on affronte une carte sur la porte des enfers, de base, bon normalement il n'y aurait plus les jetons, on a un bonus de le coût de l'adversaire est réduit de 1 en force. Donc là j'affronte Moz, en fait il ne coûte que 5 en force. Par contre, si je suis là, si je suis Shun et que je suis ici, et que j'affronte quand même Moz, et ben là j'ai pas le moins 1 en force, il me coûtera 6. Voilà. Par contre, je pourrais avoir moins 1 en force pour affronter Pandore. Ou alors, je pourrais choisir de gagner une âme de plus. Donc les âmes, comment on en gagne? Et ben c'est simple, à chaque fois que vous allez battre un personnage des enfers, pour son coup en force, vous allez gagner autant de jetons âmes que ce qui est marqué en bas à droite. Donc 3, 4, ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins. Voilà. Et en plus, quand vous allez battre un personnage dans les enfers, vous allez le mettre dans votre néant. Vous voyez, les cartes n'ont pas vocation à aller dans votre deck, elles n'ont pas de stats de force, de cosmos, de soins, elles n'ont pas de point de victoire en bas à droite, elles ont un dos différent, clairement on ne peut pas jouer avec. Elles vont être directement anéanties, donc anéanties, je la mets sous mon jeton néant. Alors pourquoi sous le jeton néant plutôt que sous le jeton détruit? Parce que les cartes anéanties, donc c'est une autre zone de jeu, donc il y aura des mots-clés, des interactions, putain, il y aura des effets qui auront une interaction avec le néant, et surtout en fin de partie, tout ce qui est dans votre néant vous fait des points de victoire positifs. Enfin, tout ce qui est... Vous voyez, leurs points de victoire, ils sont en bas à gauche. Donc toutes les cartes des enfers ont des points de victoire en bas à gauche. Ces points de victoire-là sont des points gagnés quand la carte est dans le néant, alors que les cartes détruites ne rapportent pas de points de victoire. Voilà. Donc détruire une carte des enfers, ça vous permet de gagner des âmes, de gagner des points de victoire, et surtout, ça vous permet d'éviter qu'il y ait un spectre qui sorte à la fin de votre tour pour venir vous embêter. Parce que là, si j'avais pas battu Pandore et que tout était plein à la fin de mon tour... Alors là, je l'ai mis où? Je l'ai mis là-bas, sans le jeton néant. Là, à la fin de mon tour, si c'est comme ça, et ben, j'ai Moz qui va venir dans ma zone d'entrave. Okay. Si j'ai battu Pandore ou n'importe quelle autre carte, et ben, ça va simplement se décaler comme ça. Et je refile la patate chaude au joueur suivant. Puisque du coup, c'est le joueur suivant qui se retrouve à devoir absolument affronter une carte des enfers pour pas se prendre Moses. Voilà. Donc les autres bonus qu'on peut avoir quand on affronte des cartes. Donc on a moins 1 de force, ensuite là on a le choix entre moins 1 de force ou un jeton âme.
là, donc à chaque fois on retrouve les mêmes choix de bonus que l'emplacement précédent, plus un nouveau. Donc là, le suivant, c'est gagner un point de victoire. Donc j'ai le choix, moins un de force, ou un jeton âme, ou un jeton, un point de victoire. Ensuite, j'ai aussi le choix de gagner une énergie. Donc là, ça commence à devenir des trucs assez rares. Et le dernier, donc c'est l'Élysion. Quand on est dans l'Élysion, on a le choix aussi de piocher une carte. C'est à la fin du combat, quand j'ai anéanti le personnage qui me fait face, je peux piocher une carte. Voilà. Comment on avance dans les enfers? Pour avancer dans les enfers, principalement, ça sera grâce à votre huitième sens, l'Arayashiki. Et donc, déjà, il va falloir atteindre le huitième sens. Donc ça ne se fera pas en 2 tours, puisque déjà au minimum, il faut déjà au moins 3 tours, puisqu'on peut gagner qu'un sens par tour et qu'on commence avec 5 sens. Voilà. Et puis, donc les sens, comment on les utilise? Et bien, durant votre tour, vous avez le droit, quand vous le souhaitez pendant votre tour, d'épuiser une fois chacun de vos sens pour faire l'effet. Donc le cinquième sens, il vous permet de réduire de 1 le coût en force d'un personnage de votre pile d'entrave. Donc tous les personnages qui sont là, alors ils vous entravent, donc en fait c'est du malus. Et pour vous en débarrasser, vous pouvez toujours les affronter par leur coût en force. Donc 4, 6. Et en épuisant votre cinquième sens, vous pouvez réduire le coût d'un de ces personnages avant de l'affronter. Donc c'est plutôt pratique. Le sixième sens, donc l'instinct, vous pouvez révéler la prochaine carte de votre pioche. Si c'est un héros, alors ce qui va être très facile en début de partie, vous le prenez dans votre main. Sinon, il ne se passe rien, donc vous le laissez, vous le remettez à sa place. Et en plus, vous épuisez votre réveil si jamais vous ne l'aviez pas déjà épuisé. Donc ça vous empêchera de gagner un sens. Donc le mieux, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, c'est d'abord d'utiliser votre réveil avant de tenter le sixième sens. Idéalement. Le septième sens, c'est très simple, c'est le cosmos. Donc un héros en jeu gagne un point de cosmos, un peu comme avec les mentors. Et enfin, le huitième sens, c'est celui qui vous permet d'avancer dans les enfers. Donc, en plus d'épuiser le huitième sens, vous devez aussi défausser une carte de votre main. Parce que voilà, avancer dans les enfers, c'est quand même hyper fort. Donc vous épuisez le huitième sens, vous défaussez une carte de votre main et vous pouvez avancer votre pion. Vous pouvez déplacer votre pion héros d'un emplacement dans les enfers. C'est-à-dire que vous avez aussi le droit de faire demi-tour. Ça fait un peu poule mouillée. Il n'y a pas trop de l'intérêt en général. Mais ça peut être utile quand même si spécifiquement vous avez besoin, je sais pas, vous voulez absolument battre Sirius, mais vous n'avez que 4 de force. Bon, je défausse une carte dans ma main qui ne rapporte pas de force, un gigas, n'importe quoi, une armure, pour reculer d'un. Et là, je peux battre Sirius avec le bonus de il coûte moins 1 en force. Bon. Mais bon, 98% du temps, le huitième sens, ça va être pour avancer. Parce que plus vous avancez, plus vous avez accès à beaucoup de cartes, donc plus de choix. Et surtout, quand vous atteignez l'Élysion, cette magnifique carte toute belle, toute colorée, qui contraste avec le reste des enfers, vous avez le petit icône là, avec l'icône diamant, qui veut dire que vous récupérez votre héros, la version divine. Alors je sais plus où elles sont rangées, là. Donc, tiens, on va prendre Shiryu. Bon, c'était Seiya, mais tant pis, on va dire que c'est Shiryu. Voilà, Shiryu arrive à l'Élysion. Il récupère directement en main sa version divine. Donc la version divine, qui est un héros, qui est un chevalier de bronze, donc ça peut comboter avec pas mal de choses, mais surtout qui a un effet de mise en jeu qui vous permet de recharger tous vos sens, réduire de 3 en force le coût de tous les personnages des enfers. Et après la carte elle-même est à nouveau écartée du jeu quand vous le faites. Et votre pion héros retourne à la porte des enfers. Donc après, voilà, vous arrivez là, vous récupérez votre super carte, et quand vous l'utilisez, vous repartez. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout de suite, hein. C'est un effet de mise en jeu, donc c'est toujours facultatif. Vous pouvez défausser la carte et attendre de la repiocher pour faire l'effet si ça vous arrange. Voilà. Donc l'Élysion, c'est chouette. L'entrave. Donc les cartes, je vous ai dit qui vous entravent, donc qui vous handicapent dans votre zone d'entrave. Pourquoi elles vous gênent? Eh bien parce que chaque carte des enfers a un effet mauve. Donc les effets mauves, ce sont les effets d'entrave. C'est un effet qui est actif pour le joueur qui possède la carte dans sa zone d'entrave durant son tour. Et ce sont toujours des effets négatifs. Alors par contre, rassurez-vous, même si on peut avoir s'il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'on peut avoir dans notre zone d'entrave, il n'y a que la carte du dessus dont l'effet d'entrave est actif. C'est-à-dire que là, alors pour savoir quelle carte est dessus, en fait, quand vous récupérez une carte dans votre pile d'entrave, vous les ordonnez selon le nombre de sauts qu'elles ont. En fait, le nombre de sauts correspond au rang de la carte. Donc par exemple,
Sylphide du basilic a un rang supérieur à Capella du cocher. Donc en vrai, je les ai mis à l'envers, elle devrait plutôt être rangée. Alors il y a plein de messages d'erreur, tant pis. Elle devrait plutôt être rangée comme ça, voilà. Et en fait, donc tant que j'ai Sylphide du basilic dans ma zone d'entrave, je recevrai un jeton moins un PV à chaque fois que je gagnerai un sens. Voilà, et donc ça c'est infini, quoi, c'est permanent. Euh, et par contre, l'effet d'entrave en dessous de Capella, lui, il n'est pas actif tant qu'il y a Sylphide. Donc après, à moi de voir. Si je bats Sylphide, si je me débarrasse de Sylphide, avec le point force ici, ben, du coup, l'effet d'entrave de Capella deviendra actif. Ou alors, je peux très bien commencer par battre Capella, et puis voilà. Alors, donc, à quoi bon battre Capella si son effet n'est pas actif? Eh bien, c'est parce que les points de victoire des cartes dans votre pile d'entrave, ça vous fait des points négatifs. Donc, c'est-à-dire que si la partie se termine en l'état, j'ai moins 4 points. Donc j'ai tout intérêt à aller les taper pour m'en débarrasser. Non seulement pour me libérer de l'effet d'entrave actif, même si souvent ça va en rendre un autre actif, donc je ne vais pas forcément gagner au change, mais je vais aussi m'enlever des points négatifs. Et alors quand vous battez un personnage de votre pile d'entrave, il va pas aller dans votre néant. Il va simplement retourner sous la pioche des enfers qu'on appelle le Styx. On le remet sous la pioche, voilà, sans mélanger. Et vous gagnez quand même les âmes. Donc vous gagnez les âmes, mais comme la carte ne va pas dans votre néant, bah vous gagnez pas de points de victoire. Mais vu que vous avez enlevé des points de victoire négatifs, ça revient au même. Voilà. Voilà pour... Alors, n'hésitez pas à me couper, hein, parce que je parle, j'enchaîne, mais tout n'est peut-être pas si évident à la première lecture. Bah, moi, j'ai juste une petite question parce que j'ai pas très bien compris, ou alors tu l'as mentionné très vite ou j'ai pas enregistré. Les points d'âme servent à quoi exactement? Je l'ai pas encore dit, mais c'est une bonne Ok, question parce que d'accord, je ça pense va. que j'étais parti pour oublier. Les points d'âme, Ok. donc vous voyez, tous les personnages des enfers en ont une valeur à la place du cosmos, puisqu'on vu qu'on va pas jouer avec, c'est pas des alliés d'Athéna quoi qu'il arrive, on va pas chercher à les rallier à notre cause. Par contre, on va pouvoir dépenser nos jetons d'âme pour les envoyer directement dans la zone d'entrave des autres joueurs, des adversaires. Donc là, mettons que ce soit mon tour, j'ai plein d'âmes, ou alors simplement j'ai juste assez d'âmes et surtout j'ai pas la force pour vaincre un personnage des enfers, et j'ai surtout pas envie de me prendre Mose de la baleine dans ma pile d'entrave. Donc pour faire un trou dans la pile d'entrave, pour virer un personnage, je peux dépenser par exemple 5 âmes pour envoyer Sirius dans la zone d'entrave d'un autre joueur. Et du coup, alors moi je gagnerai pas de points de victoire et je gagnerai pas d'âme, je gagnerai rien en fait. Si ce n'est que je m'évite qu'un personnage vienne dans ma pile d'entrave à la fin du tour. Mais en plus je vais mettre une petite crasse à un voisin. Et voilà, donc ça serait donc lui il se récupérera les points de victoire négatifs et l'effet d'entrave. Voilà, donc les âmes que vous gagnez, c'est pour invoquer les spectres et les envoyer chez qui vous voulez. Donc bon, là aussi encore une fois, pas d'intérêt de le faire sur soi-même, ça sera pour envoyer chez les autres. D'ailleurs, fois que je vérifie, je suis même plus sûr qu'on puisse les envoyer soi-même. Enfin, je revérifie le point de règle dans le livret, mais voilà, de toute façon, c'est fait pour être envoyé chez les autres. Pendant que je suis sur la rivière des enfers, donc on retrouve les mêmes logiques, à part l'effet d'entrave, mais sinon les autres effets, c'est la même logique que les cartes de la réserve, c'est-à-dire que l'effet sur fond noir, c'est un effet d'enfer, mais c'est l'équivalent d'un effet de terrain, donc la carte est dans la rivière. Donc l'effet anéanti, c'est l'équivalent d'un effet détruit. Voilà, c'est quand la carte est battue depuis les enfers. Il y a des effets de sortie, comme dans le terrain, et des effets d'apparition. Donc c'est comme un effet d'arrivée, sauf que l'effet d'arrivée, c'est quand la carte arrive sur le terrain, alors que l'effet d'apparition, c'est quand la carte est révélée. Voilà. Ce qui est sémantiquement pas tout à fait la même chose, donc c'est un autre mot-clé, mais ça fonctionne exactement de la même façon que les effets d'arrivée. Voilà. Et puis il y aura des effets sans mots-clés, c'est des effets permanents. Euh, voilà. Voilà pour les enfers. Donc pour ce qui est des épreuves, à la fin de votre tour pendant la phase d'entretien, là je l'ai remis, après avoir fait les enfers, on remet des épreuves. Voilà, donc on le fait que à la fin de votre tour. Donc durant votre tour, à chaque fois que vous faites une épreuve, on n'en remet pas une tout de suite. Ce qui veut dire qu'au maximum, vous ne pouvez réussir que 3 épreuves par tour, ce qui est déjà très bien. Voilà. Ensuite, réduire de 1 votre compteur, ça ce sera le mode duel, donc on verra après. Et enfin, en tout dernier, on recharge nos sens et notre réveil. Donc c'est-à-dire tous vos jetons rouges sont remis côté bleu. Si jamais d'aventure vous devez perdre un sens, ce qui arrivera quand même régulièrement, demandez à Shiryu, vous perdez toujours dans l'ordre, c'est-à-dire en commençant par le plus grand.
etc. Et vous pouvez même perdre votre cinquième sens. Voilà. Certains, ça arrive, là aussi. Par contre, vous ne pouvez jamais perdre votre éveil, parce que votre réveil n'est pas un sens. C'est l'éveil et 4 sens, 4 jetons sens. Voilà. Les capacités. Donc les petites capacités qui sont là. Donc je vous ai dit, l'usage est très simple, vous utilisez comme vous voulez. Et leur but, alors il y en a plusieurs différents, je crois qu'il y en a 6 différentes. Mais leur but est toujours de vous faciliter l'utilisation de votre technique du plateau. Du plateau technique. Voilà. Donc, ah, alors attends, pardon, ça a lagué, j'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est Cyril qui avait parlé? Non, bon. Voilà. Donc là, par exemple, celle-ci, elle vous permet de dépenser 2 âmes pour gagner un éclair. Voilà. Et à chaque fois, en fait, toutes les capacités vont vous permettre de réduire le coût de vos capacités, ou de vos techniques, pardon, ou de vous autoriser à lancer 2 techniques dans le même tour, voilà, des joyeusetés. Et donc quand vous utilisez une capacité, vous la remettez sous sa pioche, tout simplement. Comme pour les cartes du Styx, quand vous battez un personnage de votre pile d'entrave. Voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que j'aurais pu... Je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites mécaniques, mais elles sont toutes imbriquées entre elles. Donc on ne peut pas dire simplement je veux jouer avec les sens, mais pas avec les épreuves. Je veux jouer avec les capacités, mais pas avec le Styx. Voilà, tout est lié. Voilà. Autant les épopées, on peut les mettre ou ne pas les mettre. C'est vous qui voyez. Autant quand on joue avec Hades, bah, c'est forcément et les sens et les capacités, et la pile d'entrave, et les épreuves. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous pose question que j'aurais pas... Alors si, pardon. Petite précision aussi, on a maintenant... Alors on a évidemment des nouveaux héros or qui ne sont plus temporaires, ils sont plus transcendés, c'est des vrais héros or permanents. Et ils ont un nouveau mot-clé qui est talent. Alors talent, c'est aussi un mot-clé qu'on retrouvera dans le mode duel, mais dans le mode classique, compétitif, il n'y a que ces héros or qui l'ont. Et en fait, le talent, ça vous permet de faire l'effet qui suit, juste en défaussant une carte capacité. C'est-à-dire que ma carte capacité, là, que j'ai récupérée en réussissant une épreuve, bah, soit je peux l'utiliser juste pour dépenser 2 âmes et gagner un éclair, soit je peux la dépenser sans faire son effet, mais pour déclencher le talent d'un personnage que j'ai mis en jeu. Donc il faut que la carte soit mise en jeu. Comme les effets de mise en jeu sont le mot-clé est en bleu, bah, le mot-clé de talent est en bleu aussi, c'est-à-dire qu'il faut que la carte soit en jeu, mais ça ne défausse pas la carte. La carte reste, je peux utiliser le talent et toujours m'en servir de sa force ou de son soin ou de son cosmos pour faire les effets. Voilà. Donc là, vous voyez, à chaque fois le héros, alors là c'est le cas pour Shiryu, mais les autres héros aussi, à chaque fois ça sera défaussé ou talent, c'est-à-dire que vous avez le choix. Soit vous défaussez la carte, soit si vous avez une capacité, vous pouvez choisir de défausser une capacité plutôt. Et même mieux, vu que quand vous utilisez... Alors, je vais faire le cas, mais par exemple, mon Shiryu affronte ici Sirius. J'ai une capacité, donc je vais dire, bah, j'utilise le talent pour faire son effet, donc l'effet qui me permet de blesser un héros, patati patata. Mais comme mon Shiryu est toujours présent, je peux quand même me battre, ou alors je peux encore faire l'effet défaussé, puisqu'il est toujours présent. Donc en fait, si je pourrais faire 2 fois son effet. Ou alors si j'avais 3 cartes capacité, puisqu'au maximum on peut avoir jusqu'à 3 capacités devant nous, ben, je pourrais faire 3 fois l'effet talent et encore une fois l'effet défaussé, donc je pourrais faire 4 fois son effet. Sachant que c'est des effets très forts, mais bon, il faut déjà être dans ce cas de figure, mais ça peut être très fort si vous combinez plusieurs capacités avec un héros or. Ouais. Voilà, sachant qu'à chaque fois les effets défaussés talent des héros or, c'est toujours acquérir une carte automatiquement, peu importe son coût. Après, à chaque fois, il y a une condition différente. Donc, par exemple, Shiryu, c'est en blessant des cartes. Là où les autres héros, ça sera d'autres façons. Mais à chaque fois, la finalité, c'est de récupérer une carte sans la payer. Voilà. Et donc, imaginez si vous faites ça 3 ou 4 fois, récupérer 3 ou 4 cartes sans payer. Ça va, quoi. Voilà. Et aussi, eh ben, vous avez une nouvelle armure. Alors bon, le design il n'est pas nouveau, mais en tout cas son rang est nouveau, puisqu'elles seront or et bronze. Elles ont un point de force en plus. Mais surtout, leur effet de défausse pour évoluer vos héros, il permet de détruire 2 héros de rang différents.
En fait, le texte ne dit plus détruire 2 Shiryu de rayons antiques, mais simplement détruire 2 Shiryu de votre main. Et pour acquérir un Shiryu de rang immédiatement supérieur à l'un des deux que vous avez détruit. Donc par exemple, je détruis un Shiryu vert, un Shiryu argent, et ben ça me permet de récupérer un Shiryu bronze ou un Shiryu or. On va prendre l'or, hein, évidemment, mais voilà. Donc c'est beaucoup plus permissif. L'idée, c'est évidemment de pouvoir monter, continuer de monter en gamme sans que ça soit trop compliqué, parce que sinon, s'il faut 8 verts pour faire 4 bronzes, pour faire 2 argents, pour faire un or, c'est compliqué. Donc voilà, là ça facilite, et comme ça, le but c'est que vous puissiez arriver à votre pleine puissance sans avoir besoin de faire 36 tours de jeu. Excuse-moi Max, je te Ouais, pose une petite question. bien sûr. Du coup, pour transformer, Ah oui, comment on l'acquiert? comment dire? Ouais, comment on acquiert? C'est comme Ouais. le jeu de base, il faut qu'on acquiert un chevalier d'or pour changer l'armure ou Alors ça c'est une autre mécanique qui sera, rentre en jeu? c'est une autre condition, et donc là aussi, vu que ça commence à faire plusieurs petites choses, un peu plusieurs petites conditions pour débloquer les armures notamment, et ben on vous a mis ça au dos de la carte rappel. On vous a remis quand est-ce qu'on perdait un sens, quand est-ce qu'on récupérait son héros diamant, quand est-ce qu'on récupérait son armure argent, quand est-ce qu'on récupère son armure or. Et donc l'armure or, c'est quand un joueur acquiert un personnage diamant. Donc l'armure argent, il faut qu'un joueur acquiert un chevalier d'or. L'armure or, il faut qu'un personnage un joueur acquiert un personnage diamant. Donc là, vraiment thématiquement, c'est le sang d'Athéna qui permet d'eux. Et ben là, c'est l'idée, c'est voilà, quelqu'un récupère une carte diamant. Donc la majorité des cartes diamants, c'est Athéna. Ah oui, pardon, on parle de personnages diamants, hein, les reliques ne comptent pas. Donc sachant que des Athéna, il y en aura 5 dans la réserve avec celle qu'on ajoute là. Plus un Poséidon, une Hilda et un Pop notamment. Ah, donc en gros, quand un joueur acquiert une Athéna, si on schématise ça comme ça, et ben chaque joueur qui a son armure de bronze en main ou en jeu peut l'échanger avec la version or. Voilà. Et donc les petits rappels pour les autres, le chevalier d'or permet d'avoir une armure argent. Quand on arrive dans l'illusion, ça je vous l'ai dit, on récupère notre héros diamant en main. Et quand est-ce qu'on peut perdre un sens? Je vous ai dit que ça arriverait régulièrement. En fait, à chaque fois que vous allez battre un personnage de rang or par la force, vous allez perdre un sens. Donc dès que vous allez vous affronter un gros balèze, vous perdez un sens. Si vous le faites par le cosmos, il n'y a pas de problème, mais si vous le faites par la force, vous perdez un sens. Voilà. Et c'est aussi le cas du coup même pour les guerriers d'Asgard. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, donc oui, ça fait beaucoup de monde. Oui, ça en fait quelques-uns, ouais. C'est vrai. Après, ça se regagne, hein. On peut assez facilement Oui, gagner un sens par tour. Mais bon, si on a déjà nos 8 sens, on préfère continuer de récupérer des capacités que de devoir les perdre et regagner nos sens, quoi. Voilà, donc si ça vous va, on peut passer à la présentation du mode duel. S'il n'y a pas d'autres juste questions. une dernière Ouais, vas-y. question, le fait de alors j'ai plus le terme avec les combattre entre guillemets avec les âmes, c'est uniquement celle qui est en dessous ou Non, toutes celles auxquelles tu as accès. Ok, donc c'est la même chose que Comme pour le combat. Sauf que tu n'auras pas de comme pour. bonus. Les bonus, c'est Ok, que quand tu affrontes, quand tu invoques, techniquement, tu te forces pas trop. Il y a pas de coup en force, il n'y a pas d'âme à gagner, il n'y a rien. Mhm. Voilà. Déjà que tu fais Ok, très bien. petit croche-patte au voisin, on va pas abuser. Euh, donc, le mode duel. Alors, je vais recharger le mode. Désolé si ça pique les yeux. Voilà. Pourquoi je me retrouve de l'autre côté de la table? Je ne sais pas. Et bien parce que j'avais changé les couleurs. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris Pégase? Non, alors pour le mode duel, on n'utilise pas les héros. Alors, attends, je recharge, mais ne sélectionne pas de personnage. En fait, vous allez simple. Alors, est-ce que vous êtes tous les deux autour de la table? Attends, non, je vais me mettre en deuxième façon. Je vais juste changer ma couleur. Je vais me mettre en vert. Et le vert, il sera blanc. Voilà. Ok. Et donc, Bernard, je te propose de cliquer sur les renégats ou les chevaliers d'or ici. Voilà, donc les renégats, je vais faire pareil avec les chevaliers d'or. Voilà. Je vais dire un héros. Ah oui, pardon. Darion, je vais te mettre hors jeu, voilà, pour pouvoir lancer. Voilà. Désolé.
Donc, cette fois-ci, donc le mode duel, toutes les règles que vous connaissez sont toujours d'actualité. Simplement, qu'est-ce qu'il y a en plus? Donc déjà, chaque joueur commence avec un deck spécifique à son camp. Donc soit on a les chevaliers d'or, soit on a les chevaliers renégats. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà, donc là, par exemple, chevalier d'or. Alors, le deck, il est constitué de 2 exemplaires de 6 héros différents, de 6 chevaliers d'or différents. Donc moi je joue les 6 qui sont encore en vie dans Hades, et toi tu joues les 6 qui sont moins en vie. Voilà. Et donc chacun de ces chevaliers d'or a en plus la classe héros. Donc tous les effets, notamment de la réserve qui combattent avec les héros, combattront avec vos héros chevaliers d'or. Ils sont aussi chevaliers d'or d'ailleurs, donc ça combatte aussi, ce sont aussi des chevaliers, tout ce qui s'ensuit. Par contre, vous voyez, ils ont un canevas différent. Ce ne sont pas des cartes de rang or. Voilà, ce sont des cartes qui n'ont pas de rang. Et elles ont toutes donc des stats. Alors les stats, même si elles sont pas folles par rapport à leur standard de chevalier d'or, mais elles sont quand même mieux que les héros verts dont vous avez l'habitude en début de partie. Donc ça fera quand même un début de partie un peu boosté. Et en plus, toutes les cartes sont différentes. Donc selon leur stat, par exemple, Shaka a déjà 2 de Cosmos, là où Aiolia n'a pas de soin, voilà. Chacun. Et vous voyez, chacun a un effet de talent. Sauf que là, les effets de talent, ils vont être un petit peu plus spécifiques. Vous voyez, à chaque fois, après le mot-clé de talent, il y a le signe astrologique du personnage. Et en fait, dans ce mode duel, on n'utilise pas la même pioche de capacité que dans le mode classique. Chaque joueur a sa propre pioche de 6 capacités, une pour chacun de ses héros. Et en fait, sur chaque capacité, donc là j'en prends une au hasard, l'aiguille écarlate. Donc déjà, elles ont les poses et les noms des techniques. Donc c'est un peu... Enfin, je trouve que c'est les cartes les plus chouettes du jeu. Et elles ont le signe astrologique pour ceux qui ne connaissent pas par cœur la série. Et ce qui veut dire que si j'ai mon Milo du Scorpion et que je veux faire son talent, il faut forcément que je sois en mesure de défausser la carte qui a le même logo, donc la carte du Scorpion. Vous voyez, là j'ai le petit logo Scorpion. Et là j'ai le logo Scorpion. Voilà, je peux pas défausser une autre carte que celle-ci pour faire le talent de mon Milo. Et donc après, les capacités qu'on va piocher en réussissant les épreuves, toujours, on aura toujours le choix de la déclencher telle qu'elle et de la remettre sous la pioche. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir Milo ou quoi que ce soit, hein. La carte elle-même se suffit pour faire l'effet capacité. Ou alors, je pourrais attendre d'avoir un Milo et jouer le Milo pour faire l'effet talent de mon Milo, plutôt que l'effet capacité de la carte. Voilà. Donc voilà, donc on commence avec 6 héros. Donc bien sûr, il n'y a pas dans ce mode-là, on n'aura pas d'armure pour faire évoluer nos héros. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas matière. On a un plateau technique spécifique dédié. Alors là, ça ne sera pas une montée en puissance avec des techniques qui coûtent de 0 à 3 éclairs. On va avoir 3 techniques à 1 éclair. Une pour chacun des 3 héros des 3 personnages principaux Enfin, c'est des groupes de 6, mais à chaque fois, il y a le trio principal, ceux qui balancent la Athéna exclamation contre les adversaires. Donc là, pour les Chevaliers d'Or, ça sera Milo, Aiolia et Mu. Et donc, chacun de ces 3 héros aura sa propre technique qui nécessite d'avoir un de ces personnages en jeu. Par exemple, si je veux faire le Starlight Extinction, il faut absolument que j'ai un Mu, parce que l'effet du Starlight Extinction, c'est que le personnage des enfers qu'un Mu est en train d'affronter est renvoyé sous le Styx. Voilà. Donc voilà, à chaque fois, il faut avoir un des 3 héros pour balancer la technique, et à chaque fois, ces techniques coûtent 1 éclair. Alors en fait, on a 3 techniques, on va dire de base de 3 chevaliers d'or, ou de 3 renégats selon le camp. Et après, on a la même technique ultime pour les 2 plateaux, qui est l'exclamation d'Athéna, et qui a exactement le même effet, qui est de blesser 3 chevaliers d'or de notre main. Donc heureusement, nos héros de base sont des chevaliers d'or, mais si vous récupérez d'autres chevaliers d'or de la réserve dans la partie, vous pourrez vous en servir pour déclencher plus facilement ou plus souvent des Athéna exclamation. Et l'effet de cette Athéna exclamation est d'acquérir la maison révélée. Et donc la maison, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le fil rouge de ce mode duel, puisque si je représente là, alors ça ne sera pas sous cette forme. Pour ceux qui ont déjà la boîte, vous avez dû voir que vous avez 2 petits compteurs, c'est-à-dire 2 petites roues indépendantes l'une de l'autre. Bon, là sur TTS c'est un petit plateau, mais ça sera le même principe. Donc on aura un paquet de 12 cartes maison.
Alors vraiment des maisons, pas des cartes faites maison. Donc là par exemple la maison du Sagittaire. Et à chaque fois il y aura une valeur comme ça dans une flèche et un effet. Le but du jeu, ça va être, enfin le but du jeu, on va dire l'objectif des maisons, c'est d'en acquérir un maximum, puisque les maisons vont être une grosse source de points de victoire, voire même la condition de victoire. Euh, et donc, comment on acquiert les maisons? Et bien simplement, au début de la partie, chaque joueur met son petit compteur de maison à 6, et c'est le coup en force de la maison. Donc vous pouvez l'affronter comme une carte du terrain ou des enfers avec 6 de force, mais pour chaque maison, vous pourrez également réaliser l'action qui est marquée en dessous pour pouvoir baisser le coût de cette maison. C'est pour ça que c'est une molette, c'est pour ça que c'est un compteur et non pas juste une valeur fixe imprimée sur la carte. Donc là, par exemple, je pourrais choisir de détruire un héros de ma main pour baisser de 5 son coût. Donc dans ce cas-là, je tourne ma molette pour dire, bah voilà, il me coûte plus que 1. Et soit je peux du coup entre guillemets l'achever en jouant une carte carré de force pour finir d'acquérir la maison. Ou alors je peux m'arrêter là en disant j'ai plus de cartes, prochain tour je l'acquerrai. Voilà. Euh, et donc quand on acquiert une maison, on la récupère, la maison suivante devient révélée, ah mince c'est automatisé, voilà, et chacun remet son compteur à 6, plus 1 pour chaque maison qu'il possède. Donc là moi j'ai pris cette maison, donc je repars à 7. 7 à 6. Voilà. Et donc à quoi ça sert de récupérer des maisons? Eh bien, en début de partie, on va devoir choisir. Elles sont où? Elles sont là. Au début de partie, on va devoir choisir un hôtel d'Athéna. Alors, un seul aurait suffi, mais j'aime bien la variété. Donc, on vous en propose 5. Donc, 5 hôtels d'Athéna. Au début de la partie, vous en choisissez un, au hasard, ou si vous voulez. Et il va vous dire de quelle façon vont vous servir les maisons. Donc, par exemple, je prends le premier. Alors, le premier, il n'y a pas d'ordre, mais le premier, c'est le premier joueur qui remporte sa 7ème maison à gagner. Voilà, il y a 12 maisons. Dès que tu en as 7, on considère que tu as gagné, puisque c'est toi qui en aura le plus. Donc là, voilà. Et après, les autres, ça va être des points de victoire ou des effets. Par exemple, le deuxième, quand un joueur acquiert une maison, il peut anéantir le personnage face à son pion héros. Donc voilà, après, à vous de vous positionner face à un personnage plutôt costaud. Plutôt costaud, j'ai dit. Voilà, par exemple, je suis du Capricorne. Et à ce moment-là, j'acquiers une maison et pouf, lui il est directement anéanti sans avoir eu besoin de payer 8 de force. Et je gagne les 5 points de victoire en fin de partie et les 3 âmes. Voilà. On en a un qui fonctionne un peu pareil avec les cartes du terrain. Quand vous battez une maison, vous pouvez récupérer un chevalier du terrain gratuitement dans votre main. Donc, très fort aussi. Et puis après les deux derniers, chaque maison rapporte des points de victoire. Donc il y en a un qui dit chaque maison vaut 5 points de victoire. Donc c'est simple, ça peut être assez facile d'avoir une maison quand il y a une condition qui vous convient bien pour réduire son coût. Par exemple, voilà, lorsqu'un joueur gèle une carte, peut-être que si je suis yoga, je vais pouvoir assez facilement me geler 2-3 cartes et du coup baisser le coût de la carte assez drastiquement. Voilà. Donc voilà, après ça me fait 5 points. 5 points de victoire pour une maison acquise. Et sinon le dernier, c'est le plus subtil, c'est chaque maison vous rapporte 3 PV pour chaque personnage de sa constellation dans votre jeu. Donc bah là, la maison du Verseau, le joueur renégat, il a déjà 2 Verseaux dans son jeu. Puisqu'il y a 2 exemplaires du Camus version héros. Donc déjà, il sait que si la maison du Verseau sort, elle peut lui rapporter 6 points. Mais si jamais par bonheur, il arrive à récupérer un Camus sur le terrain, eh ben, ça fait encore 3 points de plus. Et moi, à contrario, je sais que, en tant que joueur or, je sais que la maison du Verseau, elle me vaut rien. Par contre, si je la prends, j'empêche quand même mon adversaire de marquer 6 points, voire peut-être plus. Et si jamais je vois que mon adversaire a récupéré la maison du Verseau, je vais d'autant plus me battre pour l'empêcher d'avoir le chevalier du Verseau quand il sortira sur le terrain. Voilà. Donc celui-là, c'est le plus subtil, mais c'est vraiment celui qui met je trouve, le plus de tension, de duel pour se battre vraiment pour telle ou telle maison, tel ou tel chevalier quand il sort sur le terrain. Donc ouais, c'est sûrement ma préférée, mais elles ont toutes elles permettent toutes d'avoir un peu de rejouabilité sur le mode duel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change dans le mode duel? Donc on a le plateau spécifique dédié, les héros qui sont différents, les capacités qui sont liées à nos héros. Et alors oui, quand on arrive à l'Élysion, du coup on n'a pas une version divine de nos chevaliers d'or, parce qu'il n'y en a pas.
et que ça aurait fait des jaloux. À la place, il y aura une carte Athéna, combattante divine, donc c'est elle qui sera divine. Donc elle a le même effet que les héros divins du mode compétitif, sauf que, alors déjà c'est une Athéna, donc ça peut avoir son importance, mais surtout il n'y en a qu'une. C'est-à-dire que quand un joueur l'a, tant qu'il ne l'utilise pas, l'autre ne peut pas l'avoir. Donc ça peut être un peu faire exprès de ne pas l'utiliser pour empêcher l'autre de l'avoir, mais en même temps, tant que je l'utilise pas, ça me fait une carte morte dans mon deck. Voilà, et puis aussi il y a une course au premier qui arrive dans l'édition, il permet de piquer la carte avant l'autre. Voilà. Bah oui, je pense qu'on est déjà pas mal. Est-ce que ça vous convient? Parce que sinon on le refait, hein, on le réimprime. On Alors, n'est plus à moi, 4 ans franchement, près. déjà, je voudrais te remercier du temps que tu as pris pour nous expliquer tout ça parce que Ouais. c'est quand même vraiment très sympa de ta part. Et avant, enfin, avant aujourd'hui, je n'avais absolument quasiment rien regardé par rapport à la nouvelle extension pour me garder un peu de surprise. Ah, bah Et je mince, dois c'est dire raté. que ça donne très envie de jouer en tout cas. Il y a tellement de mécaniques, il y a tellement de nouvelles choses qui sont à tester et à faire que je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment une autre dimension par rapport aux deux autres extensions et au jeu de base en lui-même. C'est vraiment une autre façon de jouer. Et en plus, on a deux façons. On a le mode compétitif classique et le mode duel qui apporte en plus une face un peu nouvelle parce qu'on peut interpréter les renégats et les chevaliers d'or. Et ça donne vraiment une dimension en jeu. Je vais pas dire qui manquait, mais qui est très appréciable à avoir. Ouais, mais Euh, je pense que les joueurs chevronnés, il faudrait peut-être reposer la question aux testeurs, mais je pense que ce qu'ils préfèrent même ce mode-là, parce que tu as un départ un peu boosté, donc tu es plus vite dans le vif du sujet. Et puis la dimension, enfin, si tu es fan de la série, je pense que tu as une dimension un peu plus épique tout de suite d'incarner les chevaliers d'or. c'est le sentiment que ça donne en tout cas avec Mm. l'explication et en voyant un peu ce qui se passe quand tu expliques. Euh, j'ai hâte d'avoir ça en main et de pouvoir y jouer. En tout cas, Mm. ça donne vraiment envie. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de règles, j'avais juste regardé, feuilleté un peu le livre de règles qui était disponible sur le serveur, sans rentrer dans le détail, et ça faisait un peu peur parce qu'il y avait, je crois qu'il y a quoi, 10 pages? Ouais, alors Non, je sais si tu plus. exclues le Ouais. mode duel, tu as 8 pages. Bon, après, Ouais. non, pardon, il y a la couverture, il y a le matériel, donc tu as 6 pages de règles. Ouais, Mais, ça faisait un peu peur ouais. quand on prend tout, mais au final, quand tu expliques comme ça rentre assez vite au final. Donc ça va. Ça a pas l'air. Ça a l'air. Il y a beaucoup de contenu sans que ce soit énormément complexe à suivre et à utiliser dès les premières parties, par contre. Donc ça, c'est très appréciable aussi, je trouve. Ouais, Donc merci encore une c'est fois. vrai que bah, je t'en prie, merci, merci pour ton retour. C'est vrai que il y a plein de petites mécaniques et effectivement, je suis d'accord avec toi quand on voit le manuel, il y a que 6 pages, mais j'avoue, c'est pas écrit très gros, c'est écrit assez petit et du coup, ça fait plein de petites alinéas et de petites flèches et de petits paragraphes. Mais en fait, tout est, comme je vous le disais, tout est imbriqué et du coup, bah, je pense que tout est quand même assez logique. Voilà, le fait de gagner des sens, le pile d'entrave, bah oui, du coup, il y a un effet d'entrave, ça me gêne. Ok, les sauts, ça empêche les cartes de sortir quand il n'y a plus de sauts, une carte sort. Voilà, le seul petit truc, c'est bien penser à vérifier quand vous réussissez une épreuve. Bien veiller, parce que c'est bête, enfin c'est dommage simplement d'avoir rempli la condition d'une épreuve, puis juste d'avoir oublié de gagner l'épreuve. Et du coup, bah, quand on gagne une épreuve, soit on utilise notre réveil pour gagner un sens, soit on prend une capacité. Voilà, c'est peut-être le truc qui est un peu moins intuitif, mais voilà, je pense que ça ira. Et puis on vous a mis des cartes de rappel, ouais, pour pas être perdu, pour pas avoir besoin Ouais, d'avoir ça, le nez c'est une bonne chose. dans la règle. Et d'ailleurs, dans la règle, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a aussi un petit récap. Ouais, il y a un récap. La toute dernière page, je crois. Ça vous reprend tout ce que vous pouvez faire dans la phase principale. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, c'est assez frappant dans la dernière page, ouais, dans le quatrième de couverture. On vous remet tout ce qu'on peut faire dans la phase principale, et ensuite tout ce qu'il faut faire dans la phase d'entretien. Et en fait, dans la phase principale, avant, t'avais 7 choses possibles, ce qui était déjà pas mal, c'est-à-dire jouer une carte, activer un effet,
soigner une carte, détruire un pilier. Alors oui, on couvrait quand même les extensions. Et là, avec Hades, on rajoute autant de nouvelles possibilités. C'est-à-dire anéantir un personnage des enfers, euh, vaincre un personnage dans votre pile d'entrave, et puis utiliser un sens, utiliser son éveil, activer une capacité. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses nouvelles possibles. Et c'est vrai que souvent, on peut être devant un sentiment de oula, plein de possibilités, qu'est-ce que je fais? Et c'est à ça que vous serviront les épreuves. C'est-à-dire que là, je ne sais plus quoi faire, j'ai plein de force en main, je suis à l'Elysion, donc j'ai accès à toutes les cartes des enfers, donc j'ai 6, 7, 8, 9, 10, voire 11 si possible, plus la maison 12, plus une ou deux cartes dans ma pile d'entrave, j'ai allez, une quinzaine de cartes que je pourrais affronter. Qu'est-ce que je fais? Plus des techniques que je pourrais balancer, plus mes sens que je peux épuiser, plus des capacités en stock. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Bah, dans ce cas-là, raccrochez-vous aux épreuves, si vous ne savez plus vous donner de la tête, parce que bah, elles vont vous donner des objectifs qui vont vous donner des bonus. Si vous, enfin, vous aurez le bonus de gagner des capacités si vous les remplissez. Donc finalement, ça donne l'impression d'avoir une mécanique en plus dont on aurait pu se passer. Parce que voilà, je n'ai peut-être pas besoin des épreuves pour aller affronter les personnages des enfers. Mais finalement, ça vous donne un guide à suivre pour qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce tour-ci. Bah tiens, je me rends compte que j'hésitais entre ça et ça, bah, je me rends compte que sur la première option, bah, je vais remplir deux épreuves d'un coup, donc ça me fera deux cartes capacité, ou ça me fera gagner un sens, donc c'est mieux. Voilà. Sinon... Ouais, puis après, bah, l'autre truc aussi pour démarrer, c'est de... Bien sûr, vaut mieux, je pense, éviter de mettre les cartes d'Asgard et de Poséidon dans la réserve, parce que ça va simplement vous rallonger la durée de partie, mais sans forcément vous apporter... Enfin non, au contraire, enfin ça va... Oui, ça va faire peut-être une impression de trop. Pour découvrir les mécaniques d'Hades, il vaut peut-être mieux les enlever et puis les mettre qu'à partir d'une deuxième partie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions, remarques Euh, Sinon on peut s'arrêter là. Petite question sur le dernier hôtel. Pour chaque personnage de la constellation, Ouais. euh, ça- comment dire, ça va prendre donc à chaque fois les deux ou pas héros, Ouais, et au cas où les chevaliers d'or qu'on récupère, c'est bien ça. c'est ça. Ne seront pas comptés les renégats, les cartes que tu auras détruites ou anéanties. Allez, renégats. Voilà. Et par Euh, contre, là, en plus, ça tombe bien, on a le cas. Là, c'est la maison du Verseau. Le yoga, il compterait dedans. le yoga du verso, il compterait dedans, oui, tout à fait. Ouais. Si tu le détruis pas. Mhm. Donc là, bah, ça sera un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détruis mon yoga pour Ouais. faire l'apocalypse ou est-ce que je le garde pour 3 points à la fin? Voilà. Bon, et Et ben, au ouais, niveau pardon, de vas-y. de se contester, le fait d'avoir plus dans la pioche, d'avoir plus de chevaliers d'or, entre guillemets, ça avantage pas le côté or, non? Parce que du coup, chaque personnage se retrouve deux fois dans la pile et pas une fois comme bah, Saga, par exemple, on l'aura qu'une seule fois en plus des deux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les héros, Ouais, en fait, Hades rajoute dans la réserve les chevaliers d'or qui sont encore vivants. Donc, par exemple, ouais. Canon, Ayolia, alors que Saga, non. Mhm. Euh, cela dit, alors, il y a un léger avantage, mais qui est quand même vachement dilué dans, dans l'ensemble de la Ouais. partie, parce qu'il y en a quand même plein. Euh, et alors après, c'est pas gênant parce que par exemple, la maison, mettons que tu joues Renégat, il y a la maison du lion qui sort. Bah, ok, le joueur or, potentiellement, il peut avoir jusqu'à 3 chevaliers du lion, donc jusqu'à 12 points. Mais Ouais. toi, tu peux aussi, en tant que joueur Renégat, tu peux aussi acquérir les deux Ayolia du lion qui vont sortir du terrain Voilà, et pour valoriser l'empêcher. à 6 points. Ouais, ouais. Et Mais donc, je pensais aussi par rapport au plateau. au plateau. Parce que par exemple, le Lightning Plasma, on peut avoir jusqu'à 4 Aeolia pour l'utiliser. Ah, oui, tu penses à ça. Ouais. Attends. Ouais, alors là-dessus, enfin, bon, alors, C'est les pareil, testeurs sont c'est. pas là ou alors ils sont en mute, donc je peux pas, je réponds un peu Euh, pour eux. Mais il y a un... Salut. Salut, Euh, vas-y. J'avais pas dit bonjour tout à l'heure.
Ouais, juste pour répondre, non, moi j'avais pas trouvé d'avantage que les ors avaient, vu qu'il y a plus de chevaliers d'or. Ok. Hein. Ouais, Et en jouant, j'avais pas vu d'avantage. Je crois alors, même que je trouvais que les renégats étaient plus forts. Je sais alors, plus ce qui faisait en que. vrai, il y a un tout petit avantage mathématique lié à ça, hein, lié au fait que certains héros chevaliers d'or soient plus présents. Il est tout petit, en fait, on l'a équilibré par le fait que en mode duel, c'est toujours le joueur renégat qui joue en premier. Ah, Sachant ok. sachant que la partie s'arrête immédiatement à l'acquisition de la 12e maison. Donc potentiellement, le joueur renégat peut avoir joué un tour de plus. Voilà. Et ça aussi, c'est un bonus très léger parce qu'il va y avoir, vu qu'il n'y a que deux joueurs, il va y avoir beaucoup de tours, donc un tour de plus sur, je sais pas, au moins 20 tours, ça change pas énormément. Mais ça suffit à contrebalancer le tout petit avantage de la présence de plus de chevaliers d'or de tel ou tel type dans la Ok. rivière. Voilà. Alors ça, je n'avais pas vu que c'était les renégats qui commençaient sur la livre de règles. Alors attends, donc ça doit être dans la page. Ah, peut-être dans la dernière. Je sais plus. Ouais, bon, de toute façon, c'était pas forcément le but de la vidéo. Bah, je vais couper la vidéo parce que là, je pense qu'on a fait le tour pour la présentation et puis Ok. on regarde ça